venir au Caire parce qu'il aurait entendu parler de ses compétences en matière de génie civil notamment. Et c'est suite à cela que Al-Hassan ibn al-Haytham est arrivé au Caire. Alors, il y a plusieurs légendes qui se racontent, mais je pense que ce qu'il faut retenir comme chose factuelle, comme fait, c'est qu'effectivement, c'est suite à la demande de Al-Hakam qui est arrivé au Caire pour justement réfléchir sur la possibilité de contrôler le Nil et d'essayer d'utiliser le Nil pour l'agriculture et d'autres biens pour la société de l'époque. Bien, alors si vous permettez, professeur Boudriwa, un peu d'ordre dans cette confusion et méprise chez les historiographes à cause de l'homonymie des deux savants. Celui qui nous intéresse, c'est Al-Hassan. Il est venu, à ma connaissance, je le dis sous votre contrôle, au Caire un peu au tournant du XIe siècle, donc on est vers 1002, 1003, quelque chose comme ça, et il y avait un sérieux problème que le calife Al-Hakim voulait en tout cas régler, endiguer, ce sont les crues du Nil, ces inondations, et donc il fait confiance au premier ingénieur en quelque sorte pour endiguer ces crues. Tout à fait. Effectivement, il fait confiance au génie de l'époque. Et paraît-il, suite à cela, Al-Hassan ibn al-Haytham a organisé une expédition pour essayer justement d'étudier la question. De remonter aux sources du Nil. Tout à fait. Et durant ce voyage, c'est là où il a découvert les vestiges de la civilisation pharaonique. Et paraît-il, il se serait posé la question en disant que si ses ancêtres n'ont pas pu contrôler le Nil alors qu'ils avaient tout ce génie-là, comment nous, on peut résoudre ce problème ? Toujours est-il, il est allé jusqu'au bout et effectivement, il s'est rendu compte très vite que ce n'était pas possible. Et lors de son retour voir le calife, il lui a tout simplement fait part de l'impossibilité scientifique et technologique de ce projet. Et par la suite, il s'est établi au Caire pour continuer ses travaux et notamment, entre autres, ses travaux sur l'optique. Alors, il y a un autre point qui relève assurément de la légende, c'est que le calife lui-même était considéré comme un calife fou, de par son intolérance. Et cette fois-ci, le scientifique lui-même a simulé la folie pour échapper au courroux du calife. Alors, sur ces questions, je pense qu'effectivement, il faut peut-être essayer de séparer les choses. Effectivement, on attribue au calife Al-Hakam une attitude coléreuse, parfois, de violence. Il avait effectivement, on raconte qu'il avait peut-être certaines attitudes vis-à-vis des femmes. Oui, il était misogyne. Un peu misogyne. Et d'ailleurs, même, paraît-il, c'est plutôt sa sœur qui aurait organisé son assassinat. Par contre, sur la question d'Ibn al-Haytham, il me semble que du point de vue historique, quand on essaye de s'intéresser vraiment aux faits historiques, ça reste une légende. C'est-à-dire que tout simplement, il est revenu voir Al-Hakam, il lui a fait part de l'impossibilité de ce projet et que par la suite, tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est concentré sur ses travaux. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, le Caire, l'Égypte, était un centre de savoir parmi les plus grands centres de savoir de l'époque, de l'Empire musulman. Donc c'est vraiment aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il y avait un environnement culturel, scientifique très favorable. Oui. D'une manière incidente, je ne m'y appesantis pas. Vous avez évoqué l'assassinat, puisqu'on parle de disparition au sens premier du terme. On n'a jamais trouvé la dépouille mortelle, le corps, le cadavre du calife Al-Hakim. Alors probablement ce serait sa sœur qui avait commandité l'assassinat. Et on avait dit aussi qu'il était dans une telle vision d'ostracisme vis-à-vis des femmes qu'il avait interdit la fabrication des chaussures pour qu'elles ne sortent pas. Effectivement, c'est des choses qu'on trouve par-ci par-là quand on s'intéresse à cette époque. Et d'après ce qu'on sait lors d'une sortie
parti avec pour une balade à cheval. Apparemment, il serait jamais rentré chez lui, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Et effectivement, vu son attitude et notamment vis-à-vis des femmes et même les femmes de son entourage. Oui. Donc effectivement, il y a une hypothèse qui dit que ça serait sa sœur qui aurait organisé sa disparition. Alors revenons à ce qui nous intéresse, et c'est davantage Al-Hazen. On est entre 1015 et 1021 sur 6 années. Si on reste dans la légende d'être confiné, assigné à résidence, ou peut-être tout simplement en homme libre, il a fait des travaux, et des travaux majeurs en optique. Tout à fait. C'est véritablement ce qu'il faut retenir. Je pense factuellement il était libre de ses mouvements. C'est là qu'effectivement il a développé tous ses travaux. Pas uniquement en optique, mais il a développé... c'est vraiment un polymathe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'intéressait à différents aspects des sciences, et particulièrement évidemment les sciences de la lumière. Parce qu'en réalité, il était, de nos jours, on aurait dit à la fois un ingénieur, un physicien, un scientifique qui a jeté les bases de la méthode scientifique, mais il lui est aussi arrivé de s'intéresser à quelques aspects d'anatomie, de physiologie, notamment de l'œil. Ça va ensemble, j'allais dire, effectivement, parce que si on remonte un peu l'histoire, l'étude de l'optique, on doit cela notamment aux érudits de l'Antiquité grecque, et à cette époque-là, on s'intéressait plus à la vision que à la lumière et à l'optique. Donc évidemment, il y avait cet héritage de l'étude de la vision. Et qui dit étude de la vision, c'est la physiologie de l'œil notamment. Donc il y avait un certain nombre de travaux hérités de la période antique, mais qui concernent uniquement la vision. Et c'est là où le changement est très important, c'est-à-dire avec Ibn al-Haytham, on change complètement de registre. On ne s'intéresse pas à la vision uniquement, mais on s'intéresse aussi à la lumière comme agent physique. C'est-à-dire c'est le premier qui va étudier